Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler du cycle de la femme. Quand on regarde autour de soi, quand on regarde aussi cette étude que je vous montre, euh, on peut s'apercevoir que beaucoup de femmes ne connaissent pas encore très bien leur cycle, ou voire même ne le connaissent pas du tout. Or, la connaissance et la compréhension de notre cycle sont vraiment essentielles si on veut devenir autonome pour savoir interpréter les signes que notre corps nous donne en matière de santé. Ça va nous permettre aussi d'être capable de suivre une contraception naturelle et d'avoir aussi un outil intéressant dans un projet de conception d'un enfant. Alors c'est parti, commençons par bien comprendre notre organe reproducteur, qu'on peut appeler aussi la yoni. Il est constitué de deux grandes parties. Une partie externe, ici on voit la vulve. Donc comme vous pouvez voir, ici on a les grandes lèvres, les petites lèvres qui sont là pour protéger notre yoni. Ensuite, tout en haut, on peut voir le gland du clitoris. Alors, le gland du clitoris, c'est une partie du clitoris. En fait, le clitoris est un organe à part entière. On le voit bien ici. Donc, sous la peau se retrouve toute cette partie avec ses racines, le bulbe du vestibule, un peu plus haut, le corps caverneux. Et donc sa fonction principale, c'est surtout dédié au plaisir. Donc on peut dire à peu près qu'on a, au niveau juste du gland, on a à peu près 8000 terminaisons nerveuses. Donc c'est pour vous dire. Ensuite ici, l'entrée de l'urètre, par là où on urine, et l'entrée du vagin. Ça c'est pour la partie externe. Pour la partie interne, ici je vous propose déjà de regarder une coupe de notre appareil reproducteur, donc avec ici l'utérus et le vagin. Et donc en fait on voit que l'utérus repose sur la vessie et donc notre appareil fait une forme de 7. J'ai trouvé aussi intéressant de vous montrer cette coupe, donc en fait c'est pas plus une vue d'en haut, où on voit la position de l'utérus et aussi des trompes, des ovaires. Et donc on peut vraiment voir la position réelle de notre appareil reproducteur. Mais généralement, on va le schématiser ainsi pour simplifier, pour bien comprendre cet appareil. Donc on commence par, dans la partie interne, par le vagin. Le vagin, on pourrait dire que ça ressemble à un tube, mais en réalité, il est tout serré comme ça, et puis c'est un espace en fait, mais qui va être potentiel, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir pour laisser le passage, par exemple, quand il y a monsieur qui arrive, ou quand bébé veut sortir de l'utérus, ou aussi, c'est un passage aussi où le sang des menstruations s'écoule pour sortir. Il est constitué aussi d'une flore bactérienne, ce vagin, qui va nous permettre de protéger aussi, d'avoir une fonction immunitaire finalement. Plus haut, on a le col. Le col qui est ici, cette partie s'appelle l'exocole et là-bas l'endocole. Et aussi, on peut aussi regarder et voir une ouverture qui est plus étroite. Le col, on peut résumer le col avec une fonction de sécrétion de notre glaire cervicale, qu'on peut appeler aussi l'élixir. Cette glaire cervicale va être très importante quand on va observer notre fertilité. Parce que si on est dans une période fertile, donc dans la zone d'ovulation, dans la période d'ovulation, ou si quand on est dans une zone, dans une période infertile, en fait, cette glaire va avoir une qualité qui est complètement différente. Donc ça, c'était pour le col. L'utérus. L'utérus, les muscles. D'abord, on a les muscles, le myomètre, qui a fonction de se contracter pour faciliter et pour en fait permettre le détachement de nos menstruations pour que ça s'écoule. Ça va aussi se contracter également lors de l'accouchement. La cavité de l'utérus qui est là, et tout autour de la cavité, on a
ce qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre qui va s'épaissir, grandir au fur et à mesure de notre cycle, qui va s'enrichir en petits vaisseaux sanguins également, en nutriments pour bien accueillir un éventuel fœtus. Les trompes de Fallope de part et d'autre, qui permettent le passage de l'ovocyte vers l'utérus, passage aussi des spermatozoïdes qui vont rencontrer l'ovocyte. Et on remarque ici les petits pavillons de la trompe ne sont pas rattachés aux ovaires que l'on trouve ici de part et d'autre. Ils ne sont pas rattachés, pourquoi? Parce qu'en fait le pavillon va se positionner exactement là où l'ovocyte va sortir de l'ovaire. Évidemment, ça ne sort pas tout le temps au même endroit, donc pour être le plus proche et le plus précis, la trompe a besoin de se positionner correctement. Et donc c'est vraiment passionnant quand on a cette petite information-là en plus. Et donc enfin, les ovaires. Les ovaires qui ont plusieurs fonctions. Elles vont produire des hormones sexuelles, l'œstrogène, la progestérone en fonction du moment du cycle. Et aussi, bien sûr, ils vont produire un ovocyte par cycle, voire maximum 2 sur 24 heures. Donc ça, c'est des exceptions, mais le but, c'est de libérer un ovocyte dans la trompe à chaque cycle. Ici, on voit une coupe de l'ovaire. La coupe de l'ovaire avec les ovules. Alors là, par exemple, ici, c'est un ovule il y a un ovule dans ce petit follicule qui n'est pas encore assez grand pour qu'on puisse le distinguer, mais là, ici, on voit la structure qui l'enveloppe, qui s'appelle le follicule, qui grandit, et au bout d'un moment, j'ai été un peu trop vite, et au bout d'un moment, l'ovocyte va être expulsé. Le follicule qui était cette structure qui gardait l'ovocyte va devenir un corps jaune pour après devenir une cicatrice. Donc dans cette période-là, on a sécrétion plutôt d'œstrogène et ensuite après l'ovulation, on a des sécrétions de progestérone. Donc quand il n'y a pas fécondation, il y a production de progestérone à peu près 10 jours. Et quand il y a fécondation, alors là, c'est production de progestérone pendant 3 mois, puis c'est le fœtus qui va prendre le relais. Allons un petit peu plus loin dans la formation des ovocytes. Je trouve que c'est intéressant de rappeler que en fait, les premiers ovocytes sont fabriqués quand la femme est encore un fœtus et encore dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que il y a une évolution qui se crée jusqu'à 7 mois de grossesse. Ensuite, il y a une pause. On a déjà des types d'ovocytes qu'on appelle les types 1. Et ils sont 4 millions. Pendant la pause jusqu'à la puberté, il y a un tri qui se fait pour qu'à la puberté, on puisse la femme va avoir à peu près 400 000 ovocytes. Et c'est toujours des ovocytes de type 1. Quand l'ovocyte arrive à maturation durant le cycle de la femme, il y a toujours un ovocyte qui va devenir mature. Il faut savoir qu'il faut plusieurs ovocytes pour faire maturer un seul. Quand il arrive à maturation, donc il est libéré dans la trompe. Et là, il y a division qui se fait. On appelle ça la méiose 2, avec formation d'un petit globule polaire et l'autre ovocyte numéro 2 qui a pris forme. S'il y a fécondation, alors de nouveau une division avec un petit globule polaire qui en fait n'a aucune fonction, et formation de l'ovule après fécondation. Voilà, il deviendra un zygote 1 heure après la fécondation en fait. Donc le zygote qui deviendra le fœtus. Tout ce système est sous la commande du cerveau. Donc il y a
communication qui se fait entre le cerveau et les ovaires. Là, on voit que c'est marqué les gonades, parce que chez l'homme aussi, c'est un peu le même schéma. Donc, dans le cerveau, ici, surtout au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, il y a une stimulation qui se fait. Donc, hypothalamus va sécréter une hormone, une neurohormone qui s'appelle la GnRH. Et cette neurohormone-là va permettre la stimulation de l'hypophyse, qui va sécréter les hormones FSH, LH, que vous avez certainement dû entendre parler lors d'examens sanguins. Et ces hormones-là vont donner l'information aux ovaires de fabriquer soit de l'oestrogène en pré-ovulation, soit de la progestérone en post-ovulation. Ça, c'est schématiquement, ça se passe comme ça. Ces hormones-là vont être libérées dans la circulation entière du corps, mais aussi vont revenir vers cette zone du cerveau pour donner l'information qu'il y a bien eu sécrétion d'œstrogène ou de progestérone. Et donc, il y a une communication, ce qui se fait, donc une adaptation des hormones au fur et à mesure du cycle qui se crée. Ici, on voit bien sur ce petit tableau, donc la FSH qui est sécrétée par le cerveau, la LH également, un grand pic de LH au moment de l'ovulation. Avant l'ovulation, augmentation des œstrogènes. Et après ovulation, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée, avec une chute des hormones juste avant nos menstruations. Et donc au niveau de l'utérus, on peut voir menstruation début du cycle, puis une prolifération de nouveau de l'endomètre, un épaississement, une phase sécrétrice en post-ovulation de l'endomètre également. Voilà, donc on a vu qu'il y avait 4 fonctions dans notre système reproducteur. La première fonction, c'est de produire des ovocytes, produire des gamètes. La deuxième fonction, c'est de stocker ces cellules reproductrices et de les transporter. Une troisième fonction, c'est d'accueillir un fœtus, le nourrir au fur et à mesure de son développement. Et quatrième fonction, produire des hormones. Le cycle menstruel fait à peu près 28 jours, mais ça c'est une moyenne. D'accord ? Il y a des femmes pour qui le cycle menstruel va faire 25 jours, d'autres 32 jours. Donc c'est propre à chacun finalement. On distingue, si vous avez bien compris le fonctionnement de notre appareil reproducteur, on distingue 4 phases dans notre cycle. Et ces 4 phases, elles peuvent être assimilées aux 4 saisons. Ça nous permet de bien retenir ces 4 étapes et aussi de comprendre un petit peu ce qu'on peut ressentir au fur et à mesure de nos cycles. On y va d'abord avec l'hiver. L'hiver, c'est les menstruations. C'est une période où on hiberne. D'accord ? On a besoin de se reposer. Nos taux d'hormones est vraiment au plus bas. Donc, on a besoin de ralentir, de se reposer, de prendre soin de nous. C'est vraiment une invitation à faire tout ça pour que justement on retrouve après un peu plus d'énergie plus facilement. La phase préovulatoire ou la phase folliculaire, c'est le printemps. Et c'est là, donc comme on l'a vu tout à l'heure, que l'ovocyte arrive à sa dernière étape de maturation avant d'être libéré. Donc c'est un moment où on reprend un peu les projets, on retrouve nos énergies, où on s'ouvre aux autres. L'été, c'est la phase d'ovulation. Là, on est tout plein d'énergie, on pète le feu, et donc c'est à ce moment-là que l'ovocyte va sortir pour aller être libéré vers les trompes. Sa durée de vie est en moyenne de 18 heures, voire maximum 24 heures. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir possiblement une deuxième ovulation, cas rare, mais qui arrive.
Ensuite, il est impossible d'ovuler parce qu'on rentre dans une période d'automne. C'est une phase post-ovulation ou une phase lutéale où il y a sécrétion de progestérone et donc ça donne au cerveau l'information qu'on ne peut plus faire maturer aucun ovocyte et donc ne libérer aucun ovocyte également. Donc, phase d'automne, phase plus calme, où on est un peu plus ralenti, où on se prépare justement à l'hiver. Voilà, donc vous savez tout sur ces 4 phases, tout sur votre cycle, comment ça fonctionne, sur votre yoni également. Donc, je vous remercie. Vous m'avez prêté votre attention, donc je vous la rends. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous rappelle que la connaissance, c'est le départ vers l'autonomie.